Bienvenue dans Quartier Nature Faudière sur Avranches FM. L'émission de ce jour est consacrée aux pollinisateurs. Ce sont ces animaux qui, de fleur en fleur, vont et transmettent le pollen des fleurs mâles aux stigmates des fleurs femelles. Leur place, essentielle pour la biodiversité, est aujourd'hui mise en danger par les activités humaines. Qui sont-ils exactement ? Comment les protéger et comment partager avec intelligence l'espace urbain avec les pollinisateurs ? Pour y répondre, nous avons invité Antoine Vénis. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, vous êtes agriculteur, cidriculteur, d'après ce que je comprends, comme activité principale. Et nous sommes aussi en compagnie de Mathieu Angot. Mathieu Angot, bonjour. Bonjour. Vous êtes apiculteur ? C'est ça. À mi-temps et à votre rythme ? C'est ça, exactement. Tout de suite, nous allons passer aux premiers témoignages qui ont été recueillis par Hervé Schmor et Florence Joly dans le quartier de la Turfaudière au sujet des pollinisateurs que nous allons découvrir. Est-ce que vous connaissez le rôle des insectes pollinisateurs, par exemple les abeilles ? Ben oui, pollen. J'aimerais bien savoir comment elles font leur miel et tout ça. Leur travail, c'est tout simple, c'est d'aller de fleur en fleur, polliniser dans le sens où quand ils vont de fleur en fleur, ils apportent le pollen sur leurs petites pattes. Ça permet la reproduction des fleurs et leur développement. Je pense qu'elle a certainement un rôle comme tous. Ils ont tous un rôle. La coccinelle en a un, l'araignée en a un. Ils ont tous un rôle. Petite précision, donc les abeilles, elles participent à la pollinisation, c'est-à-dire qu'en allant de fleur en fleur, elles vont transporter le pollen et elles vont permettre la reproduction de la plante, de créer une graine qui va ensuite permettre d'avoir de nouvelles plantes l'année prochaine en fait. Non, c'est utile. Voilà, c'est utile pour la reproduction des plantes. Vous savez que si on n'a plus d'abeilles, on vit plus. On ne vivra plus. L'abeille, il faut surtout pas la tuer. Est-ce que vous avez des abeilles dans votre jardin ? Je vous en ai montré, vous avez vu. Et j'ai ma voisine qui a une sauge et qui l'entretient beaucoup pour les abeilles. C'est bien pour le pollen, il en faut des abeilles. Pour les tomates, il faut qu'il y ait des abeilles pour que la tomate elle soit pollinisée et qu'elle devienne une tomate, quoi. Elles sont indispensables à la culture, en fin de compte, oui, voilà. Moi, je trouve qu'il en revient, parce que je vois les jardins ouvriers, j'ai mon beau-frère qui a un jardin, et on voit des abeilles dans le jardin maintenant, ce qui est bien. Les abeilles, oui, il en faut, et c'est vital, quoi. Je sais que s'il n'y avait plus d'abeilles, il n'y aurait pas grand-chose. Puis, mais c'est utile tout ça, toutes les bêtes sont utiles dans la nature. Quartier Nature Faudière, c'est la nature dans la ville. Alors, au sujet de ces pollinisateurs, on va faire un petit tour de table. J'aimerais que vous nous expliquiez qui sont ces pollinisateurs. Mathieu Angot d'abord. Alors, il y a les abeilles domestiques, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui a été dit qui était très intéressant, c'est qu'il y a une dame qui a parlé des coccinelles, des araignées, etc. Souvent, on a dans l'idée qu'il n'y a que l'abeille domestique qui va polliniser la plupart des plantes. C'est pas tout à fait vrai, c'est même plutôt faux. Il y a beaucoup de pollinisateurs autres, les guêpes, les frelons, les bourdons, etc., même les araignées, même les punaises et compagnie. Et il y a même le vent aussi, et il y a même des plantes qui se pollinisent toutes seules, qui sont plus rares, mais ça existe. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est pour souligner l'idée que c'est un ensemble, c'est une harmonie, et que les apiculteurs, nous, on a souvent tendance à protéger notre abeille, parce que forcément, économiquement, c'est quelque chose qui est important pour nous, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le reste autour. Et voilà, je trouvais que c'était sympa que des gens soulignent ça. Ouais, c'est une population qui est plus large que ce qu'on aurait tendance à penser finalement. Antoine, de votre côté, vous en tant que cidriculteur, j'imagine que le rôle des pollinisateurs est assez essentiel dans votre métier. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs le cycle ou les cycles que vous voyez évoluer tout au long de l'année cet échange qu'il y a entre les arbres avec des fleurs et les pollinisateurs? Oui, donc tout simplement, moi déjà, je fais venir, avant de faire venir les abeilles, je fais tout d'abord venir les apiculteurs. Car les apiculteurs nous apportent les ruches dans nos vergers, et donc ce qui permet la pollinisation des fleurs de pommier. Donc comment ça se passe ? Au moment de la floraison, les abeilles butinent de fleur en fleur, donc vont, ramener donc, le pollen mâle dans les fleurs femelles, ce qui fait que une nouaison va pouvoir avoir lieu. Donc la nouaison, c'est quoi ? C'est quand la fleur se referme et crée le fruit. Et de là, bien sûr, le fruit va continuer à grossir pour donner la pomme.
D'accord, donc en fait, sans les pollinisateurs, il n'y a pas de pommes, donc il n'y a pas de cidre, pas de pommeau et toutes les spécialités normandes qu'on aime tous. Exactement, et bien sûr, sans les apiculteurs non plus. D'accord, très bien. La relation entre les insectes et les fleurs est donc essentielle, nous venons de l'entendre. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans la présence de ces pollinisateurs ? Ça serait compliqué. Antoine Venisse, ouais. Ouais, compliqué quand même, parce que même si, comme le disait Mathieu tout à l'heure, le vent apporte forcément une pollinisation, mais qui est quand même beaucoup plus faible. Les insectes ramènent, on va dire, en termes de pourcentage, sans vouloir dire de bêtises, mais je pense que c'est à hauteur de 60-70% de résultats. Ouais, c'est le chiffre que j'aurais aussi, moi. Ouais. C'est énorme, en fait. Donc D'accord. on peut imaginer un monde, mais avec beaucoup moins de production sur certaines choses, voire plus de production sur d'autres. Ce serait un monde un peu tristouille, quoi. Il y aurait moins de bonnes choses. Un monde sans couleur et sans saveur, quelque part. Ouais, est-ce qu'on a envie de se faire plaisir ou pas, quoi? Il y a cette question-là, non, là-dedans. D'accord, ok. Donc ce rôle est vraiment essentiel dans le maintien de la biodiversité florale aussi, on le comprend bien. Alors l'émission Quartier Nature Faudière, c'est aussi un petit peu de musique. Et j'aimerais qu'on entende quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup sur Avranches FM, c'est de la musique classique. Alors de son vivant, c'était quelqu'un qui a écrit l'un des interludes d'opéra les plus difficiles à interpréter. Car pour jouer le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov, extrait du conte du tsar Saltan, il faut avoir la rapidité des abeilles dans ses doigts et la virtuosité d'un joueur de très haut niveau. Après cet instant de rapidité, mais en même temps de précision, un vrai exercice, quelque chose on échangeait autour de cette table là pendant le morceau. Nous étions tous admiratifs du travail du violoniste en question. Mais nous allons passer tout de suite au deuxième thème de cette émission. Les habitants de la Turfaudière nous ont inspiré ce deuxième thème à travers la protection des pollinisateurs. Alors, nous retournons tout de suite au micro de Florence et d'Hervé auprès des habitants et nous allons découvrir ce que eux nous ont remonté de leur expérience avec les pollinisateurs. On peut dire que l'abeille a quand même un rôle primordial dans le maintien d'une certaine biodiversité. Quels seraient selon toi les petits gestes qui pourraient permettre aux abeilles de résister au déclin ? Bon, déjà, faut pas les écraser, les gens. c'est gentil, les abeilles. C'est intéressant dans le sens où elles nous apportent beaucoup. Et elles, en échange, on devrait leur rendre l'appareil, en fait. Juste arrêter les bombes, toutes ces choses-là, les aérosols, et mettre un coup de bombe dès qu'on voit une bestiole. Je pense que ce serait déjà pas mal. Il n'y a pas que nous qui subissons justement ce problème de réchauffement de la Terre. Des gros groupes industriels polluent. Mais ils ont fait un sondage et sont avisés que la pollution qui menait des petits jardins était pire encore. J'en ai plein ma cour, parce que j'ai des fleurs et beaucoup d'abeilles. Il y en a beaucoup cette année quand même, plus que l'année dernière je trouve. Dans les géraniums là, qui sentent bon. Là. Moi j'ai pas la phobie, mais bon, voilà, c'est la peur d'être piqué, comme on dit, voilà. C'est juste ça. Par contre, c'est vrai que c'est dommage, on n'en voit pas beaucoup. Quartier Nature Faudière. C'est la nature à la radio. Alors de retour dans le studio de Quartier Nature Faudière, j'ai d'abord une question pour Mathieu Angot. On entend que les habitants sont assez concernés par la protection des pollinisateurs. C'est des choses qui sont observables et qui sont palpables. Est-ce que, en termes de protection, vous avez remarqué des évolutions dans les populations d'abeilles ces dernières années ? Ouah, ça c'est compliqué. Dans quel sens ? C'est hyper compliqué parce que à partir du moment où les gens vont faire attention à ce qu'ils voient dans leur jardin, parce qu'ils ont vu dans une émission qu'il fallait que les abeilles soient là, qu'on va mettre des fleurs, etc., ils vont avoir l'impression qu'il y a plus d'abeilles. D'accord. C'est pas forcément vrai. Et aujourd'hui, les problèmes qu'on a sur les mortalités des pollinisateurs, ça n'a jamais été aussi grave en fait. Donc dans les années 90, on était à 5% de pertes par an. Aujourd'hui, il y a la moyenne, ça va être 30%, c'est le chiffre qu'on entend souvent. Il y a des régions où on est beaucoup sur des grandes cultures.
où on va trouver des cheptels d'abeilles qui sont à 65% de perte en une saison. Donc ça veut dire que tout d'un coup, on a 60... c'est comme si quelqu'un qui avait des vaches avait un troupeau de 100 vaches, et puis après l'hiver, il n'y en a plus que 40, quoi. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a de l'amélioration. C'est trop tôt pour dire ça. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une corrélation entre, vous le souleviez il y a quelques instants, entre la taille des exploitations qui entourent les lieux d'implantation des apiculteurs et la baisse de leur cheptel? Est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié et démontré? La taille, c'est pas forcément une question de taille. Quoique, en fait, en gros, il y a deux paramètres qui sont à prendre en compte. Enfin, il y en a beaucoup plus, mais on va résumer à deux, sinon vous allez m'entendre toute la journée. Mais en gros, il y a eu une perte de biodiversité qui s'est faite parce qu'on a agrandi les parcelles, on a dû abattre des haies parce que voilà, il y a eu la mécanisation, etc. Ce qui n'était pas une mauvaise chose en soi, parce que voilà, l'agriculteur y a trouvé son compte quand même. Donc mais c'est quelque chose qui n'a pas été géré, quoi. Donc il n'y a pas eu de haies de replanter. On commence à le faire aujourd'hui, mais voilà, les dégâts sont là. Donc il y a une perte de ressources et une perte de diversité. Il y a une étude dont, alors là j'ai plus le nom, mais si les auditeurs veulent chercher sur internet, ils le retrouveront. Mais il y a une personne qui avait fait un Allemand, je crois, qui avait fait une étude. Dans les années 70, c'était sa thèse où il avait étudié la diversité des pollens et la quantité de pollen qui est rentrée dans une ruche. Et à son départ à la retraite, il y a quelques années, il a recommencé la même étude. Et il s'est rendu compte qu'il y avait toujours la même quantité de pollen, mais 80% de diversité en moins. Donc en gros, si on compare à l'homme, c'est comme si on mangeait des pâtes et des pommes de terre, et plus que ça, quoi. Donc évidemment, la santé s'en ressent. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est évidemment on en parle beaucoup, c'est les pesticides, parce que c'est des produits qui sont faits pour attaquer le cerveau des insectes, et l'abeille étant un insecte, elle subit forcément ça, quoi. Donc voilà, tout ça évolue, mais ça va très doucement et on subira encore les conséquences pendant très longtemps, je pense. On y reviendra à la fin de ce thème. Antoine, de votre côté, est-ce que vous avez effectué ce genre d'observation? Est-ce que vous avez eu des remontées concernant les atteintes qui sont faites au cheptel des ruches d'abeilles? Ah oui, tout à fait, mais bon, il y a eu tout à fait, par rapport à ce que disait Mathieu, donc le côté pesticide, quand même, qui a eu un gros impact, que ce soit au niveau agricole, industriel, notamment on peut parler de la SNCF, quand même, qui est un très gros utilisateur de pesticides, mais le particulier quand même, on ne s'en rend pas compte parce que il l'achète à petite dose, mais multiplié par 65 millions, ça fait quand même quelques quantités. D'accord, c'est quand même une grosse quantité. Donc c'est pour ça que d'ailleurs maintenant les produits on aurait dû être censés être interdits aux particuliers pour justement limiter cet impact. Bon, c'est pas encore fait actuellement. L'augmentation a été faite. Il y a eu des taxes comme sur n'importe quel produit, mais les taxes notamment sur les produits phytosanitaires ont été augmentées pour justement pousser les gens à diminuer cette consommation. Pour décourager la consommation. Oui. Malheureusement, ouais, c'est ça qui est dommage. C'est un petit peu, on est obligé d'augmenter les tarifs pour faire comprendre aux gens, voilà, diminuer. Vous pouvez marcher, votre jardin peut très bien fonctionner sans pesticides, mais voilà, il faut le faire comprendre. Il y a d'autres alternatives à ça. Mais oui, tout à fait. Mais le climat aussi actuel joue énormément. C'est-à-dire que encore cette année, je pense que le début, la saison estivale dans le département de la Manche, pour les apiculteurs, n'a pas été forcément terrible. Je pense que Mathieu va confirmer un peu ce que je dis. Le printemps non plus. Là, c'était pas une très bonne année. Le printemps, on va dire que le printemps quand même est meilleur que l'année dernière. Parce que l'année dernière, ça reste catastrophique quand même pour les apiculteurs. Hein. Les baisses de rendement. Enfin, moi, c'est mon apiculteur qui me disait ça. Et bon, ça se ressent aussi sur la pollinisation. Nous aussi, c'est pareil. La floraison, on a eu dû aux hivers beaucoup trop tardifs, des gelées qui arrivent en mars, avril. Pour nous, ça ne doit pas arriver normalement. Normalement, c'est bien en janvier, février. Et quand vous avez une température de 10-12 degrés en janvier, février, ça déstabilise l'abeille complètement, quoi. Donc forcément, les rendements jouent là-dessus. Et aussi,
sur l'ensemble de l'écosystème. Ouais, bien sûr, on sent que les cycles sont un peu perturbés, du fait du réchauffement climatique et comme vous l'expliquiez aussi, du fait des pesticides qui sont utilisés. On va l'aborder tout de suite d'ailleurs. Mathieu, j'ai une question assez simple pour vous. Est-ce que pour vous, l'interdiction des néonicotinoïdes repoussée jusqu'en 2018 est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que, au contraire, c'est un effet d'annonce? Moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y a que des effets d'annonce dans ce genre de... Ça fait des années que je suis ça. D'accord. J'ai commencé à suivre ça et j'avais 15 ans, j'avais même pas encore d'abeilles. Donc ça fait 20 ans que je suis l'actualité politique à ce niveau-là. C'est à la limite du ridicule. Je veux dire, il n'y a pas d'évolution, quoi. Il y a voilà, après on peut l'expliquer par tout ce qu'on veut, que les lobbies... le manque de courage politique, j'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que ça n'a pas bougé d'un poil, quoi. Et c'est même pire, parce que des pertes de 65%, comme il y a eu en Mayenne il y a 2 ans, ou même dans les Pyrénées-Orientales, avec des produits sur les élevages de moutons, c'est des choses qui n'existaient pas avant, donc c'est pire, en fait. Et si on veut prendre un comparatif, il y a l'Italie qui a interdit, il y a quelque temps, les néonicotinoïdes. Et 2 ans après, la production de miel a augmenté. Donc, il y a un gros problème, c'est que on n'arrive pas à passer outre une chose, c'est qu'il faut des études scientifiques très très précises. On nous demande ça, en tout cas, les lobbies nous demandent ça, et les politiques du coup le demandent aussi, pour pouvoir interdire un produit. Par contre, pour le mettre en circulation, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Donc ça, c'est un gros problème pour nous, c'est que ça se fait après le mal, quoi. Et après, si on voulait vraiment regarder ce qui se passe sur le terrain, les premiers néonicotinoïdes, ils ont été mis en Vendée dans les années 90, c'était 93 ou 94, il faudrait vérifier. Et la même année, c'est cette année-là où le miel, la production de miel a chuté, les mortalités d'abeilles ont augmenté, juste en Vendée. Et après, quand on a étendu les néonicotinoïdes à tout le territoire, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre les mortalités d'abeilles et les néonicotinoïdes. Donc rien que ça, déjà, on devrait quand même se poser quelques questions, quoi. Avant qu'il ne soit trop tard et que justement, soit les cheptels soient trop bas pour assurer la biodiversité, soit qu'on arrive à des résultats catastrophiques comme ce que vous expliquiez. Ouais, et avant ça, il y aura la perte aussi pour les apiculteurs de leur outil de travail, quoi. Oui, aussi, il y a ça. Bien sûr. L'abeille, je pense qu'elle s'en sortira, parce que on va avoir on aura des colonies il y a quelques colonies qui résisteront, ça se goupillera, quoi. Mais avant ça, il y a ce que l'homme en retire qui va disparaître, quoi. Alors, pour fermer ce deuxième sujet, on en parle beaucoup en ce moment. C'est un animal qui nous vient d'Asie. On parle de plaie de la mondialisation. C'est un danger pour les essaims pour les ruches d'abeilles, excusez-moi. On parle beaucoup du frelon asiatique ces derniers temps. Est-ce que vous avez des retours d'expérience concernant cet animal et comment est-ce qu'on peut arriver à prévenir les attaques de frelons asiatiques dans les ruches ? Alors, je vais commencer un peu à contre-pied. Mais allez-y, Mathieu, nous sommes là pour ça. Le frelon asiatique, c'est un pollinisateur aussi. Ah bon, donc il a quand même une utilité, il n'est pas que... Après, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment à sa place chez nous. Non, nous, c'est un peu facile de dire ça vu de Normandie, parce que c'est vrai que dans le sud, il y a des coins où vraiment c'est un problème pour eux, c'est assez difficile à gérer. Nous, franchement, ça va. Si vous avez des ruches en bonne santé qui sont... assez forte, il y a assez peu de chances que le frelon fasse beaucoup de dégâts, même si ça peut arriver ponctuellement. Mais parce qu'on a une population, sans doute un climat qui plaît moins aux frelons asiatiques, donc ils se développent peut-être moins vite qu'ailleurs, même si on a déjà dézingué une dizaine de nids l'année dernière, et sans doute qu'on arrivera à plus cette année. Mais alors je dirais pour l'instant c'est pas un problème ici. À part ponctuellement, peut-être certaines personnes vont avoir des soucis, mais ça reste assez c'est sporadique. Isolé. Ouais, assez isolé. Antoine, est-ce que vous êtes concerné par des invasions de frelons asiatiques ? Vous êtes confronté dans votre travail aux frelons ? Confronté, non, pas spécialement. Je peux pas dire mais par contre, moi personnellement, j'en ai pas encore forcément entendu parler d'attaques de frelons asiatiques sur des ruches. Moi, bien sûr, j'en ai chez moi. Bon, à part le risque de piqûre, pour moi, sinon, je n'ai pas forcément de souci avec, quoi. D'accord, ok. Donc, on peut quand même estimer que dans le département de la Manche, ça reste assez raisonnable. On n'est pas non plus envahi trop de frelons asiatiques. Et il y a aussi un truc qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas forcément plus dangereux
qu'un frelon. D'accord. Voilà. Souvent, on a une idée très voilà. Alors, Il est un vu comme apiculteur très- qui défend le ouais. frelon, c'est un peu. Il est vu comme très agressif, hein, quand même. Il est vu comme très agressif, mais il a pas fait beaucoup. Il a fait moins de morts que tous les pollinisateurs réunis, si vous voulez. D'accord. Donc, il n'y a pas plus de soucis avec lui qu'avec un autre. D'accord. Donc, nous invitons quand même à la prudence à son sujet. Alors, quant à eux, ils portent le nom de ce dieu grec qui est patron de la vigne et de la fête. En 1999, ils étaient formés depuis 6 ans et ils sortent leur 3e album qui s'intitule Haïku, du nom de ces petits poèmes japonais très courts et très savoureux. Tout de suite, je vous propose d'écouter Dionysos avec la chanson Coccinelle. De retour dans le studio de Quartier Nature Faudière, nous allons aborder le 3e et dernier thème déjà, puisque le temps file à la vitesse d'une abeille en train d'aller voir toutes les petites fleurs qu'il a envie d'aller voir. Les pollinisateurs en milieu urbain. Alors, d'abord, la tradition le veut dans cette émission, nous allons écouter les micro-trottoirs remontés par Hervé Schmor et Florence Joly. On parle pas mal de la disparition des abeilles, notamment à cause des pollutions, des pesticides. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle du quartier, par exemple, pour sauvegarder ces populations-là ? Je sais pas vraiment s'il y a beaucoup d'abeilles, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de fleurs dans le quartier. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de fleurs. Alors, je crois qu'il y avait des hôtels à insectes qui avaient été installés. Après, j'ai vu qu'il y avait des petites boîtes dans les marronniers, mais je sais pas trop à quoi ça sert, en fait. Alors, je sais pas si c'est pour les oiseaux ou si c'est pour justement les insectes. Et là, ils ont créé des boîtes à insectes. Donc, ce qui est très bien, et ce qui est nouveau, ce qui surprend un petit peu les gens d'ailleurs, qui se posent des questions, et que ça serve quoi pour l'avenir et vivre les abeilles, quoi. Si on pensait à installer des ruches dans le quartier ? Oui, à condition de trouver quelqu'un de compétent pour s'en occuper. Il faut surtout avertir les riverains, les gens du quartier, dire que y a une ruche, il faut faire attention, surtout aux enfants. Après, si elle est bien surveillée, entretenue, on peut apporter beaucoup pour le quartier. À une époque, au collège de la Chaussonnière, il y a eu un club d'apiculture. Et notre fille en était membre. On sera plus facilement piqué par une guêpe, mais une abeille ne pique jamais. Si on la pince, elle se défend. Mais moi, j'ai vu, lorsque j'y voyais, il y avait une abeille, je mettais mon doigt comme ça, elle montait sur mon doigt, puis je faisais ça, hop, elle s'envolait. Si des fois ils piquent, c'est parce qu'ils se défendent, quoi. Maintenant, à Paris, c'est incroyable le miel qu'il peut avoir. Où c'est qu'il y en a ? C'est à la maison du département. Il y a des ruches. On pourrait peut-être amener plus de fleurs. Là où il y a des fleurs, il y a des abeilles. Ils l'ont fait là, au bout, là, mais avec les travaux, tout est abîmé. C'est l'idée qu'il faut donner. Fleurir autour des arbres. Installer des ruches, ça peut être que positif. Maintenant, comme je dis, dans le quartier, moi je pense que ce serait plus judicieux de louer carrément un espace, de faire le potager et pourquoi pas de mettre des ruches. Justement, de planter, pourquoi pas des fleurs aussi. Et en même temps, ça permettrait justement de mettre des ruches et d'avoir du miel. Moi, je pense que c'est une super idée, ça, par contre. Répartir des choses un peu partout, c'est bien. Par contre, tout ce qui est en rapport avec la nature, je pense qu'il faut un peu le cloisonner. Voilà, c'était le cloisonner de manière à ce que ce soit plus respecté et de manière à ce que les gens s'investissent et comprennent mieux justement c'est l'occasion de leur mieux comprendre à quoi servent les abeilles parce qu'ils verront forcément les gens qui vont participer à faire le potager, à planter les fleurs, ils vont voir que les abeilles viennent, qu'elles butinent, après qu'elles vont dans leur ruche, et c'est là que les gens vont prendre conscience vraiment. Ouais, ça serait pas mal, ouais, parce que voilà, il y aurait du miel. Voilà, déjà, puis elles peuvent se reproduire, quoi. Je veux dire, s'il y a des ruches, c'est très bien, c'est la continuité. C'est une bonne idée. Moi, j'aimerais bien, quoi. En tout cas, et même voir comment ça se produit, comment on fait, comment on fait le miel, comment font les abeilles. Ça serait très intéressant, même pour les enfants. C'est nature à la radio. Alors de retour dans notre petit studio de Quartier Nature Faudière, nous l'avons entendu, les habitants sont assez concernés par la présence des pollinisateurs et soulèvent l'éternel débat de la poule ou de l'œuf. Alors, c'est-à-dire, faut-il mettre des fleurs pour avoir des pollinisateurs ou des pollinisateurs pour avoir des fleurs ? Qui veut répondre à cette question ? Antoine ? Déjà, commencer par les fleurs, pourquoi pas ? Après, peut-être que les abeilles sauvages vont venir petit à petit butiner en ville.
Mais après, le petit côté contre par rapport à l'interview qu'il y a pu avoir, c'est de cloisonner. Le mot cloisonner, moi, ça m'a un petit peu dérangé. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est-à-dire cloisonner pour que l'environnement, enfin pour respecter un cadre, un jardin ou un potager ou ne serait-ce même qu'un petit bac à fleurs, devoir cloisonner, non, je vois pas intérêt. D'accord. Parce que qui dit cloisonner, tout simplement veut dire, voilà, il y a juste un espace restreint destiné uniquement à ça. Alors qu'une plante peut s'installer sur un balcon, sur une fenêtre, même ne serait-ce qu'un géranium tout simplement. Ouais. Il n'y a pas forcément besoin d'installer 300 mètres carrés de terrain pour qu'une abeille vienne butiner. Une petite jardinière suffit. Bien avec sûr un que petit oui. peu de fleurs différentes. Si chaque habitant, par exemple, met la main à la pâte en disant tiens, je vais mettre une petite jardinière ici, ou pourquoi pas, je sais pas, allier l'utile à l'agréable en mettant la ciboulette, du basilic, enfin voilà, tous ces petits aromates qui nous servent dans la vie de tous les jours. Voilà, ça prend pas du tout de place, c'est agréable en plus à cultiver et ça sent bon. Ça sent bon, voilà, on est d'accord. Donc voilà, tout est lié quoi. Donc moi voilà, le côté cloisonné, non, je suis pas contre. D'accord, Mathieu. C'est drôle, c'est aussi ce que j'aurais retenu ouais, moi c'est ça qui m'a. Je suis désolé pour la dame qui a dit ça, je veux pas l'embêter, mais je suis pas tout à fait d'accord, même pas du tout, parce que comme Antoine, je dirais que bon, l'intention est noble, cloisonner pour que ce soit respecté. Et en fait, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par justement enseigner ou essayer de découvrir chez les gens ce respect-là, quoi. Comment ça se fait que si je plante un truc à un moment, ce soit pas respecté? Et c'est quand même assez hallucinant qu'on puisse ne pas respecter une fleur, un arbre. C'est quand même. Enfin, si demain on coupe tous les arbres, on respire plus. Si demain on coupe toutes les fleurs, on bouffe plus. Enfin, voilà, c'est quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un être humain qui est complètement détaché de ça. C'est-à-dire qu'on sait plus ce qui nous fait vivre, quoi. Si on a trop de distance par rapport à cet environnement. Mais il y a combien d'intermédiaires entre le maraîcher et l'assiette de frites, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Du coup, on est complètement cloisonné. Pour le coup, là, on l'est. On est vraiment cloisonné. Le cloisonnement viendrait peut-être plus de nous. Voilà. Et du coup, si on arrive à briser ce cycle-là, il n'y a plus besoin de mettre des barrières devant les fleurs. Les gens iront pas casser quelque chose qui leur est utile. Donc, c'est plus moi, je trouve que le problème, c'est plus de prendre conscience de ce qui nous est utile, plutôt que d'essayer de cloisonner les choses. D'accord. Voilà. C'est une idée qui se défend et qui est très intéressante. Merci de l'avoir amené sur la table. Alors, on sent quand même qu'il y a un engouement à travers on entendait tout à l'heure parler de boîte à insectes. Alors, il a été installé un hôtel à insectes à la Turfaudière. Il y a une vertu pédagogique qui est indéniable. Est-ce que ce genre de démarche pourrait vous pousser, vous, à aller justement installer une ruche ou un hôtel à insectes ou d'autres systèmes permettant l'installation de pollinisateurs en milieu urbain? Mathieu. En fait, pas vraiment sous cette forme-là. En fait, installer des ruches en milieu urbain, ça peut être très utile. Dans quel sens? Alors, plus pour les gens, je pense, que contrairement à ce qu'on pense, plus pour les gens que pour la nature. D'accord. En fait, on a un projet avec un collègue apiculteur avec plusieurs collègues apiculteurs depuis un moment. Il y a à peu près 5-6 ans, il y a un collègue qui s'appelle Jackie qui a mis en place ce qu'on appelle un rucher collectif. Donc, c'est en fait un rucher où n'importe qui peut venir apprendre. Et donc on se transmet le savoir entre nous comme ça, et c'est quelque chose de très informel, c'est complètement autogéré, il n'y a pas de chef, et ça permet de se réapproprier ce savoir-là, et ça crée un rapport avec l'abeille. Ouais. Et voilà, sous cette forme-là, je trouve que c'est intéressant d'implanter des ruches en ville si les gens ont comme ça un savoir qui leur appartient et qui peuvent produire leur propre miel, qui puissent D'accord. Ça, je trouve ça intéressant. Après, avoir un prestataire qui met des ruches sur un bâtiment, moi, on m'a proposé, ça m'intéresse pas. Ouais, d'accord. Il faut que la démarche soit participative et qu'effectivement, il y a un engagement des citoyens aussi. Ouais, sinon, je trouve que le projet manque de saveur. Enfin, c'est juste pour gagner un billet. Non, parce que clairement, c'est ça. Il y a un engouement en ce moment. Il y a, je sais pas combien de boîtes qui se montent par an pour mettre des ruches sur les toits des préfectures et compagnie. Bon, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de gagner 10 000 euros. Ouais, bien sûr. Je préfère rien gagner. Il faut qu'il y ait une transmission à un moment. Il faut qu'il y ait un échange. Ouais, ça, c'est intéressant. Ouais. Antoine, en tant que cidriculteur, vous accueillez quand même du public.
toutes les années dans votre exploitation. Est-ce que la sensibilisation auprès des visiteurs, elle se fait naturellement quand vous avez des gens qui viennent vous poser des questions sur votre mode d'exploitation? Est-ce que vous abordez la question des pollinisateurs avec vos visiteurs? Alors oui, j'aborde surtout principalement avec les enfants. D'accord. Pourquoi? Parce que les enfants, l'avantage c'est qu'ils sont en pleine, on va dire, ils ont envie d'apprendre. Ils ont l'envie d'apprendre et surtout derrière, ils vont apprendre à leurs parents par la suite à respecter la pollinisation ou autre. Les enfants sont les premiers prescripteurs. Exactement, exactement. C'est vraiment le premier public à toucher. C'est pour Bien ça sûr. que moi, je n'hésite jamais à accueillir une école, n'importe quel âge, à venir visiter la ferme et de là à leur expliquer le maintien et l'écosystème tout simplement qui nous entoure, quoi. Alors, pour les auditeurs qui écoutent Quartier Nature Faudière, j'aimerais que vous donniez les conseils de base, j'ai envie de dire, pour une personne qui serait intéressée dans l'installation d'une ruche. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors déjà, moi, mon premier conseil, c'est de mettre les conditions en place. Donc on n'achète pas de produits comme ça qui sont nocifs pour les abeilles. Et on arrête de couper le gazon. D'accord. Un gazon coupé, c'est comme un cimetière pour un insecte. Nous, on n'a pas envie de vivre dans un cimetière. Je pense que les insectes non plus, quoi. Faut un moment, faut que ça vive, quoi. Je comprends pas le concept du gazon tondu. Faudrait qu'on m'explique, mais c'est vraiment, voilà, c'est une aberration, quoi. C'est-à-dire qu'on a une ressource qui pousse et on la vire, on n'en fait rien. Enfin voilà. Donc laissons pousser. Alors si vraiment on veut se mettre les pieds sur le gazon, c'est peut-être agréable quand même pour marcher. Alors faut partitionner. On se fait un petit coin de gazon coupé, un petit carré de quoi s'étendre et puis laisser le reste. Voilà. Faire. Mais parce que la question de d'abord les ressources ou d'abord l'abeille qui a été posée tout à l'heure, d'abord la ressource, parce que si elle a rien à manger, je vois pas ce qu'on va foutre des ruches. Elle va pas venir s'installer, elle ne trouvera pas son compte. Voilà, ce sera même spontanément qu'il y aura s'il y a des arbres creux et à manger, on n'a même plus besoin de mettre des ruches, peut-être. Elles se mettront toutes seules dans les arbres creux. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces conseils judicieux. Alors, c'est d'un autre pollinisateur dont il est question dans cette chanson, une chanson du grand Georges Brassens. Alors sa chasse était réservée aux amoureux, ceux qui vont compter fleurettes dans les buissons. Et cette chasse a toujours étonné, ces insectes colorés et à la fois délicats. Tout de suite, la chasse aux papillons dans Quartier Nature Faudière. Et bien voilà une jolie manière de profiter de la nature. Nous voulions aussi, nous en discutions durant le morceau, nous voulions terminer cette émission sur un thème qui semblait cher à la fois à Mathieu Angot et à Antoine Venisse. Alors Mathieu, le micro est à vous, je vous en prie. Merci. Non, on a tendance à dire aux gens de mettre une ruche dans leur jardin, c'est très bien. Faites-le si vous en avez envie. Par contre, il y a l'apiculteur, il sert pas à rien, surtout aujourd'hui, parce que je disais tout à l'heure que le jour où on n'aura plus de gazon tondu, on aura peut-être des abeilles dans les arbres creux. Alors c'est pas pour tout de suite. Du coup, les parasites aujourd'hui, avec une abeille qui est pas très bien nourrie, ils se développent. Donc si on veut éviter que ces parasites-là ils se développent, si on veut éviter les maladies de l'abeille, faut vraiment faire le travail, quoi. Moi, je passe voir mes ruches toutes les semaines minimum. Et il faut vraiment faire ce travail-là. Voilà, on voit beaucoup de choses qui disent le contraire sur Internet. On voit aussi beaucoup de gens qui revendent des ruches vides sur le bon coin parce que ils ont pas fait leur colonie, ont pas survécu. Ça n'a pas pris finalement. Voilà, il y a une métaphore qui traîne des fois qui dit que quand on a un chien qui est malade, on l'emmène chez le vétérinaire. Quand on a des abeilles malades, il faut s'en occuper, quoi. Donc, quand les conditions seront réunies pour qu'on ait des abeilles sauvages, à la sauvage, je serai le premier à m'en réjouir. Mais il faut que les gens prennent conscience que voilà, il faut se former quand même au minimum, soit dans un rucher école, soit dans un rucher collectif comme on en a un sur Sartilly là, et qu'on essaie de développer. Est-ce qu'il est visitable? Est-ce qu'on peut venir visiter le rucher collectif? Ah ouais, il y a aucun, il y a aucune modalité. C'est un peu notre différence avec un rucher école. Je dis pas que les ruchers écoles sont pas bien. Hein, c'est aussi une autre formule pour apprendre. Mais en tout cas, chez nous, c'est totalement ouvert. Ouais. Donc, on peut y venir. Je sais pas si on peut mettre. Les coordonnées seront peut-être sur le site. Je sais pas. On va essayer de glisser ça sur le site d'Avranches FM. C'est quelque chose qu'on essaye de développer en fait. Voilà. Mais il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de. Voilà. C'est un groupe qui gère des ruches ensemble et qui apprennent ensemble. Donc après, c'est ouvert à tout,
mais on s'occupe des abeilles correctement, quoi. On les laisse pas mourir, quoi. Finalement, votre message, c'est un petit peu celui que l'on transmet aux éleveurs quand ils commencent leur activité. Suivez vos animaux, soyez attentifs et faites attention aux animaux que vous élevez, puisqu'eux n'ont pas choisi d'être là, donc soyez attentifs. C'est exactement ça. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'être venus, malgré cet emploi du temps un petit peu chamboulé. Mathieu, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de vous recevoir. Eh ben, merci à vous, c'était super. Antoine, au plaisir. Nous espérons que nous aurons l'occasion de vous réinviter dans Quartier Nature, peut-être pour parler des produits locaux et des pommes. Mais pourquoi pas? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, en tout cas. L'émission Quartier Nature Faudière a été préparée par Florence Joly, Hervé Schmor et moi-même. Florence et Hervé ont réalisé les interviews que vous avez entendues. Hervé Schmor était à la technique et Mathieu Riondet à la présentation de cette émission. Nous tenons à remercier tout particulièrement l'association Avranches FM et la ville d'Avranches sans qui il n'y aurait pas eu d'émission. Et nous vous retrouvons bientôt dans Quartier Nature Faudière.